à tous les participants que chacun puisse s'approprier vraiment des connaissances qu'il va recevoir ici. Et puis, je pense que Transnumérique, si il y a la possibilité, je pense que vous accompagnez aussi ceux qui seraient intéressés à avoir plus d'informations dans leurs différentes stratégies sur le déploiement de l'IA pour la cause des DSI. Voilà, je voudrais m'arrêter là et puis vous redonner la parole tout en souhaitant une très belle session à chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président Eric. C'est avec un honneur, c'est un honneur pour nous de pouvoir vous accompagner là-dessus. Et je ne serai pas la meilleure personne pour le dire. C'est pour cela que je vais laisser la place à notre DGA pour emboîter le pas et faire son mot aussi de bienvenue et notre participation, la valeur de cette participation pour nous à Transnumérique, au groupe Transnumérique. Bon, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, DGA, vous entendez très bien. Super. Donc, en tout cas, je vous vois assez nombreux. Je suis tout excité de voir tout cet engouement-là autour de cette masterclass. J'en félicite tout le monde. Au nom du groupe, je suis Souleymane Sidibé, DGA du groupe Transnumérique. On a pris cette initiative là, il y a quelques années d'accompagner toute initiative liée à la digitalisation. Donc, c'est pour ça qu'on est avec le club des DSI qui nous accompagne depuis quelques années. Et notre intention, c'était d'élargir dans toute la sous-région. Partout, les clubs des DSI où les DSI sont organisés ou réunis, nous sommes là pour accompagner cette initiative-là. Donc, pour cette initiative aujourd'hui. L'intention pour nous, c'est d'appuyer cette digitalisation-là qui vient avec cette innovation qui est l'IA aujourd'hui, qui vient chambouler un peu l'écosystème digital, l'écosystème numérique. On ne peut pas juste dire qu'on le consomme. Nous, le groupe Transnumérique se positionne comme un groupe qui accompagne, qui aide les DSI à mieux prendre en charge, à mieux gouverner, à mieux encadrer cette nouvelle innovation qui est l'intelligence artificielle au service des organisations. C'est ça qui est important. Comment est-ce qu'on, nous, en tant que DSI, on propulse les organisations dans leur élan en apprend s'appuyer l'IA pour aller un peu plus vite. Bien entendu, dans un cadre bien gouverné. Puis, je ne serai pas long. Je vous souhaite une bonne masterclass et puis on va apprendre tous de cette masterclass-là. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé, DGA du groupe Transnumérique, ces paroles. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser la place à Monsieur Samuel Mangama de pouvoir un peu parler de Transnumérique, un peu plus en détail, pour que vous sachiez qui est le partenaire aujourd'hui qui a décidé d'accompagner, je veux dire, le club des DSI dans chaque action qui a rapport avec la transformation digitale et les nouvelles technologies. Alors, sans plus tarder, alors là, je pense que vous m'entendez mieux. Oui, je vais laisser la parole à Samuel, qui se présentera directement. Et après ça, nous aurons la masterclass à proprement dit. Merci encore pour tout. Juste pour des dispositions utiles, si vous aviez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à le mettre et nous pourrons y revenir directement au moment des questions ou même pendant venir. Alors, n'hésitez pas, donnez-vous à fond, si je peux dire ça comme ça, pour que vous puissiez poser toutes les questions nécessaires pour qu'à la fin de cette masterclass, vous ayez tout ce qui est bon pour mettre en place la stratégie IA dans votre entreprise. Merci beaucoup et Samuel, à toi de jouer. Merci beaucoup, Hervé. Merci, DG. Merci aux deux présidents. Merci à tous d'être là ce matin, malgré toutes les contraintes. Alors, c'est normal de savoir déjà qui est Transnumérique. Pour la majorité ou pour certains, vous nous connaissez peut-être à travers une expertise, mais pour d'autres, vous ignorez encore certainement d'où nous venons et ce que nous faisons aujourd'hui dans l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire. Alors, déjà, le groupe Transnumérique n'est pas juste un intégrateur informatique, c'est une entreprise qui aide à accélérer l'innovation technologique en Afrique. Et nous le faisons en
adaptant les solutions internationales aux contraintes spécifiques des entreprises. Et ces entreprises, c'est vous, ces partenaires avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous avons du succès aujourd'hui, avec lesquels nous avons monté cette masterclass pour pouvoir adresser des questions existentielles, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'emploi et tout, qui vous concernent directement. Et ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous savent que notre force réside beaucoup plus dans la combinaison de cette expertise internationale ancrée à ce savoir local que vous nous aidez à développer chaque jour. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est Transnumérique est présent dans 10 pays aujourd'hui, couvre 5 segments d'activité et aujourd'hui a plus de 331 projets en cours d'exécution ou déjà exécutés. Nous avons tous les niveaux de certification d'expertise au niveau de notre partenariat majeur avec Microsoft. On parle notamment du travail moderne avec les outils que vous connaissez déjà, l'infrastructure hybride et cloud grâce à Microsoft Azure, l'intelligence artificielle et bien sûr la culture de la donnée ou de la data, la cybersécurité et le threat protection. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que tous ces paliers de certification démontrent l'expertise que nous avons, on va dire, apportée à des clients dans la sous-région et ça aide également à avoir cette session que nous avons ici aujourd'hui. Alors, ça nous a permis également d'être élu meilleur partenaire de l'année, Microsoft pour 2 années consécutives, 2022 en 2023 au Sénégal. Alors, concrètement, nos tentacules, on va dire, on étend nos tentacules sur 6 domaines ou bien 6 spécialisations. Déjà, il y a l'externalisation des processus d'affaires. Ensuite, il y a le Learning Hub. Nous avons, notamment pour notre Learning Hub, un centre d'excellence du digital et des technologies pour répondre aux standards internationaux et aider nos partenaires et clients à se préparer pour exceller dans le numérique et les nouveaux métiers. Bien sûr, il y a également la transformation par l'intelligence artificielle à travers lequel nous accompagnons les entreprises dans l'adoption de l'intégration stratégique gouvernementale et bien sûr à pouvoir générer un impact mesurable grâce à l'intelligence artificielle. Il y a également le cloud hybride, comme je le disais tantôt avec Microsoft Azure, la cybersécurité et la transformation digitale. Alors, parlons de notre Learning Hub, qui est le centre d'excellence du groupe Transnumérique. Il a pour but de pouvoir accélérer l'employabilité, déjà en formant en 6 mois des talents du numérique immédiatement opérationnels, avec un emplacement en entreprise garanti. Alors, ça semble un peu rêvasseur, mais c'est bien réel parce qu'aujourd'hui, l'expérience que Transnumérique acquiert dans sa collaboration avec ses clients, les gros comptes, les SME et les TPE, nous permet de pouvoir former ce vivier de talents et de leur mettre rapidement face aux réalités des domaines qu'ils auront choisi de se former. Donc, c'est orienté beaucoup plus pour les professionnels en quête de réorientation professionnelle et bien sûr les étudiants en fin de cycle, master et doctorat qui veulent s'orienter vers un métier du numérique. Et quand on parle de métier du numérique, c'est ce que vous connaissez déjà. On parle là de l'IA, de la cybersécurité, des ingénieurs de données,
des ingénieurs DevOps, des ingénieurs full stack, réseau et marketing. Alors, la pédagogie est immersive et orientée résultat, dans lequel on va dire, les alternances sont concrètes avec des projets réels, du mentorat et des certifications internationales. Et bien sûr, la productivité, bien sûr, est réduite. Ça permet à la sortie, peut-être à la fin des 6 mois, de pouvoir participer à des projets d'intégration rapide. Et en somme, ça donne droit à un apprentissage qui a été raccourci au lieu de faire peut-être un cycle normal d'1 an, de 2 ans ou de 3 ans. Alors, globalement, voilà ça pour Transnumérique, voilà qui nous sommes. Voilà ce que l'accompagnement que nous apportons à nos clients et partenaires. Et nous espérons que dans cette masterclass, nous pourrons partager notre expertise et notre savoir-faire en matière d'IA avec vous. Merci. Allô, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, Samuel, pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors, juste pour encore vous donner les informations, nous allons commencer sans plus tarder là maintenant la masterclass qui a pour thème, comme on a dit, repositionnement de la DSI à l'ère de l'IA. Pourquoi et comment? Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y reviendrons à chaque question que vous poserez. Alors, je vais laisser la place maintenant à Monsieur Paterne pour la masterclass directement. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Oui. Très bien. Alors, nous allons aujourd'hui procéder à un petit parcours relatif au repositionnement du DSI à l'heure de l'IA. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque nous sommes rentrés dans le boom de l'IA générative, nous avons tous entendu que l'IA allait remplacer un certain nombre de métiers, allait remplacer un certain nombre de fonctions, surtout les fonctions automatisables. La question, c'est de savoir quel est aujourd'hui ou quel pourrait être demain l'impact de l'IA dans la fonction et le métier de DSI. Donc, très rapidement, notre agenda, nous allons, par rapport à la relation DSI-IA dans la gestion d'une direction des systèmes d'information, donc dans l'opérationnalisation du système d'information, dans son maintien, dans sa mise à jour. Nous allons rapidement voir ce que l'IA fait déjà sans le DSI, ce qu'on appelle un tableau de substitution. Nous allons voir ensemble, analyser 3 archétypes de basculement en cours, mais vraiment un basculement silencieux dont on n'entend pas parler, mais dont les conséquences sont pourtant réelles. Puis, nous vous parlerons du modèle phare. Le modèle phare, c'est un modèle qu'utilise Transnumérique pour accompagner les DSI dans leur repositionnement. Nous allons après vous présenter les 2 dispositifs que le Transnumérique a mis en place pour le support de DSI à l'ère de l'IA en termes de repositionnement, pas en termes de technologie opératoire. Voilà. Et puis, nous passerons à la présentation de l'ATS. Mes collègues s'en occuperont. Alors, quel est le message fondamental dont nous sommes tous conscients? C'est que l'IA arrive dans les organisations, dans votre organisation et dans toutes les organisations, même les plus petites. La vraie question aujourd'hui, ce n'est pas une question de technologie. Vous en êtes sûrement rendu compte. C'est une question de savoir qui tient l'IA, qui décide de ce qu'elle fait et de ce qu'elle ne fait pas. On pense chez Transnumérique que cette question-là est la question principale. C'est parfois elle qui fait que
les DG ou les comités de direction, voire les comités exécutifs, hésitent à passer à l'IA ou hésitent à financer des projets ou à acquérir de l'IA parce que cette question se pose. J'imagine que certains parmi vous qui font beaucoup de veille, vous avez appris que Amazon, qui a mis des gens dehors pour les remplacer par des IA afin de gérer ses services, qu'il y a une IA qui a supprimé des machines virtuelles d'Amazon parce qu'elle a estimé que c'était la meilleure décision à prendre par rapport aux problèmes auxquels il faisait face. Comme vous avez aussi dû entendre qu'il y a une IA qui a supprimé toute la base de données de productivité d'une entreprise parce qu'elle a estimé que la solution était de supprimer la base de données et de la recréer. Mais elle avait supprimé une base de données en production avec les données de l'entreprise. Donc, toutes ces questions-là font qu'on se demande comment, quand, à quel moment aller vers l'IA. Et c'est très important pour nous qui sommes là, parce que c'est sur ce point-là que le repositionnement du DSI est susceptible de se faire, pas sur la technologie. Alors, quel est l'horizon qui se présente aujourd'hui? La réalité aujourd'hui, c'est que l'IA arrive à faire un certain nombre de choses. Le tableau que je mets devant vous vous permet de voir qu'en matière de supervision d'infrastructures, aujourd'hui, l'IA est capable de superviser les infrastructures à 90%. Ça s'appelle de l'AIOps. Et vous avez des solutions comme Azure Monitor, Dynatrace et bien d'autres, je pense sûrement Datadog et tout ça, qui permettent de superviser l'infrastructure. Une des activités cœur du DSI à l'époque et de ses collaborateurs, parce que de la bonne santé de l'infrastructure dépend la performance de l'entreprise. Idem pour la gestion des incidents. Aujourd'hui, vous avez des produits ITSM, comme ceux de ServiceNow en particulier, pour ne parler que du plus gros, qui sont capables de gérer les incidents, de gérer automatiquement les rémédiations selon les incidents qui apparaissent. On a ici une couverture de 80% quand on est sur ce périmètre-là. Allô, vous voyez, un instant. Oui. Allô. Les participants Oui, disent dans le chat qu'ils ne voient pas le partage d'écran, qu'ils ne voient pas le tableau. Donc, juste me rassurer. Il n'y a pas de tableau, c'est le thème qui est toujours là. Qui la tient, qui décide de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas. Je ne sais pas. Qui change les trucs? Parce que moi, je les change depuis ici. J'ai un truc pour pouvoir les changer. Si ça ne change pas chez eux, je ne peux pas savoir. Hervé, Oui, tu as la possibilité de changer les slides pour voir si Non, ça moi j'avais évolue eu un chez eux. problème de truc. Qui partage? Alors, je partageais. S'il te Je plaît. reprends le partage. S'il te plaît. Là, Patton, on est à quel slide? Avance. Encore. 2 slides encore. Avance de 2 slides encore. Nous sommes ici. Est-ce que tout le monde voit la slide? Non, reviens s'il te plaît. Slide 5. Voilà. OK. Très bien. Merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez voir sur cette slide, l'IA prend déjà en charge un certain nombre de pans et pas de petits, relatifs au périmètre du DSI. Donc, je parlais de la supervision d'infrastructure, je parlais de la gestion des incidents de niveau 1 et de niveau 2. Même pour le pilotage de la sécurité, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des SIEM qui utilisent de l'IA. Même Defender utilise également de l'IA. Donc là, vous avez une automatisation d'environ 80% de tout ce qui est SIEM, de tout ce qui est SOAR, donc réponse à incident. Donc là, on a une tendance significative. Les 2 premières étaient dominantes.
En ce qui concerne rédiger les politiques, rédiger les cahiers de charges, aussi une des activités du DSI, ça, vous savez que c'est la première chose que les IA génératifs nous ont permis de faire. Mais aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des skills qui permettent de faire ce travail-là quasiment de manière automatisée, sans vous, selon les besoins. Ici aussi, c'est une tendance significative. Nous sommes à peu près à 78%. C'est ce que font déjà les LLM, les copilotes, les GPT et puis tout le reste. Tout ce qui est reporting d'activité et pilotage budgétaire. Vous voyez, ici aussi, vous avez des outils comme Copilot for Finance qui savent faire ces choses-là. Il s'agit aussi d'une tendance significative. Tout ce qui est de cadrer les projets. Vous avez aujourd'hui, par exemple, chez Microsoft, dans des applications comme Planner, une IA à l'intérieur qui vous aide à cadrer, suivre, organiser vos projets, l'équivalent aussi de Copilot Project. Là, c'est une tendance émergente et avec une couverture qui peut atteindre les 60%. Et puis, vous avez tout ce qui est évaluer les fournisseurs que des agents de benchmark automatisés sont capables de faire. Là, je n'ai pris que quelques éléments, mais pas n'importe lesquels. L'infrastructure, l'aspect de l'infrastructure et le métier est l'un des pans du travail de DSI, ainsi que la gestion des incidents qui sont relatifs à cette infrastructure-là. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, si l'IA absorbe ses fonctions, parfois à 80-90%, que reste-t-il au DSI? Vous voyez qu'il y a là indirectement une sorte de glissement de l'activité du DSI vers l'IA, en tout cas pour la partie maîtrise opérationnelle. Évidemment, comme j'aime à le dire, toutes ces capacités sont bonnes dans l'absolu, elles sont bonnes à prendre. Elles aident les DSI, elles assistent, elles permettent au DSI d'alléger la charge et puis elles permettent aux petites DSI, donc celles qui sont parfois constituées que de 3 à 4 personnes, de moins de 5 personnes par exemple, de se démultiplier. Les agents permettent à un DSI, à une personne unique qui gère par exemple une infra, d'avoir des assistants virtuels, une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Donc, une personne peut faire le travail de 5-10 personnes grâce aux agents. Mais ces mêmes agents arrivera tôt ou tard un moment où on arrivera à orchestrer ces agents pour agir en lieu et place du DSI. C'est là que les managements vont se poser la question de savoir pourquoi paye-t-on une personne physique pour faire le travail que les agents sont capables de faire à 80-90%. Cette question, on doit commencer à se la poser maintenant afin de déterminer comment le DSI va se positionner par rapport à l'IA et à l'ère de l'IA. Alors, que risque-t-on? Le miroir. Ici, nous allons rapidement regarder quelques archétypes de comment ce basculement est en train de se réaliser réellement, concrètement, dans certaines entreprises, sans qu'on ne le voie et sans qu'on ne le sache. Pourquoi nous en parlons? Parce que nous craignons au niveau de Transnumérique que certains DSI ne soient pas conscients ou ne tirent pas encore toute la mesure du basculement que leur métier est en train de connaître pour éviter la surprise le moment venu. Voilà. Le premier archétype que nous voyons dans les entreprises, c'est celui de l'IA du prestataire qui décide et le DSI qui signe. De quoi s'agit-il? Il s'agit des entreprises qui ont par exemple une partie ou toute leur infrastructure qui sont externalisées auprès d'un prestataire. Il existe des prestataires qui sont en charge des infrastructures de plusieurs entreprises. La réalité est aujourd'hui, certains de ces prestataires ont confié la gestion des infrastructures à des assistants IA qui font une partie du boulot ou la grande partie du boulot. Et que reçoit le DSI? Le DSI reçoit chaque fois soit un rapport hebdomadaire ou mensuel selon le contrat qu'il valide, qu'il présente à la direction générale.
Mais ce que personne ne sait, c'est qu'une part croissante de ces décisions de supervision sont prises par l'IA, sans intervention humaine. Et peut-être que certaines grosses entreprises dans lesquelles vous êtes ont déjà mis en place cette approche-là. Ça, c'est le premier archétype. Je rappelle que Transnumérique est en opération dans environ 14 pays. Et dans ces environ 14 pays, nous travaillons très étroitement avec les DSI. Et comme nous avons des prestations d'infrastructure, nous récoltons un certain nombre d'informations qui nous permettent de dresser ces archétypes. Donc ça, c'est l'archétype 1. Le résultat de cet archétype, c'est qu'opérationnellement, l'IA est le vrai DSI de l'entreprise. Mais le DSI ne le sait pas, il ne le voit pas, parce que l'externalisation, donc l'infogérance, qui est l'autre mot pour parler de l'externalisation, lui renvoie juste un rapport sur lequel il dit OK ou pas OK, où on a le nombre d'incidents, les résolutions, les interventions, l'état global de l'infrastructure et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier archétype du basculement qu'on a observé. On va en prendre que 3. Le deuxième archétype, c'est l'IA qui entre par la porte du DG et les métiers qui avancent en la DSI. Ça, c'est sûrement l'archétype le plus visible. Celui du DG qui utilise déjà l'IA lui-même, peut-être parce qu'il a pris un abonnement Claude, Anthropic, ou il a pris un abonnement OpenAI, et puis il décide, comme c'est intéressant pour lui, que les membres de son comité de direction auront les mêmes outils que lui. Et parfois, quand il prend cette décision, le DSI n'est même pas au courant. La commande est faite, les gars du comité de direction du CODIR, ou le directeur financier, mais en tout cas des membres du top management, commencent à utiliser l'IA sans pourtant que le DSI ait été impliqué et qu'il le sache. Parfois, comment le découvre le DSI? C'est le jour où ils ont un souci, où ils vont appeler le DSI pour dire, mais tiens, viens voir parce que j'arrive pas à faire ceci, ou ça me donne tel résultat, et que vous découvrez qu'on a commencé à déployer l'IA dans l'entreprise. Évidemment, il y a l'autre pan de l'IA qui rentre sous couvert de Microsoft 365, le cas de Copilot. Vous savez, quand vous prenez un abonnement Copilot, vous n'avez peut-être pas forcément le Copilot 365, mais vous avez déjà de l'IA Copilot Chat qui vient avec votre abonnement M365. Et dans ce cas, vous voyez que les métiers l'utilisent pour leur analyse, pour leur reporting. Certains qui sont même débrouillards peuvent le connecter à leur CRM et avancer, analyser, faire des prévisions budgétaires, analytiques. Et tout ça, le DSI n'a pas de visibilité, n'a pas de contrôle, ne le voit pas forcément venir. Donc, ces usages-là se développent aussi sans le concours du DSI. C'est-à-dire que le DSI perd une partie du contrôle des applications de son environnement, car il ne faut pas oublier qu'une des fonctions du DSI, c'est d'avoir la haute main sur les applications de l'environnement. Voilà. Mais comme tout ça, c'est du web aujourd'hui, ça peut échapper au DSI. C'est aussi le cas du Shadow IT. Dès que c'est du web, c'est relativement compliqué. Le troisième archétype, c'est celui d'une autre personne qui pilote l'IA au CODIR. Vous le savez, certaines technologies font apparaître, créent des métiers qui n'existaient pas. Ce qu'on appelle aujourd'hui la cybersécurité, qui est une activité de la sécurité de l'information. La sécurité de l'information a toujours existé. Les virus, même si on en parle un peu moins aujourd'hui, ne datent pas d'aujourd'hui, elles ont toujours existé. Mais quand le cyber est rentré en profondeur dans les entreprises, elle a apporté la cybersécurité. Et cette cybersécurité a créé un métier qui est le RSSI, le responsable de sécurité des systèmes d'information. Et le RSSI
a, d'une certaine manière, dépossédé le DSI du contrôle de la sécurité de l'information. Et comme dans certaines entreprises, le RSSI est directement rattaché au DG, vous voyez qu'on se retrouve avec une personne qui agit sur l'infrastructure gérée par le DSI, mais qui n'est pas responsable de cette infrastructure. Mais ce n'est pas là la question. La question est que la cybersécurité a créé une nouvelle fonction. L'IA également est en train de créer une nouvelle fonction. La fonction de Chief AI, la fonction de responsable IA est en train de se créer dans les entreprises. Et cette personne-là pilote l'IA en CODIR. Or, cette IA est basée sur l'infrastructure. Or, cette IA est capable de piloter le système d'information. Et parfois, dans certaines questions, sujets, décisions sur l'IA, le DSI n'est plus là. Voilà. Donc, souvent, ces personnes sont rattachées au DG. Ils pilotent les projets IA, ils choisissent les outils, ils animent les comités. Le DSI continue à gérer l'infrastructure, parfois la cybersécurité et les contrats des éditeurs. Ce que personne ne voit, c'est qu'en comité de direction sur l'IA, la présence du DSI peut même plus être nécessaire. Le résultat, c'est que le DSI est devenu ce qu'on appellerait un plombier des systèmes d'information dont il n'a plus l'architecture. C'est pour ça qu'on a estimé qu'il était important de présenter ce sujet-là avec vous pour pouvoir vous proposer, vous mettre en avant ce que Transnumérique pense en matière de repositionnement du DSI à l'ère de l'IA. Question pour le DSI, pas de ne pas se faire remplacer, mais de garder la main. Mais garder la main sur quoi? C'est ce dont nous allons parler. Si vous vous souvenez, on parle aujourd'hui de la transformation du DSI. Donc, le DSI, sa transformation ne concerne pas que les systèmes d'information, elle ne concerne pas que la partie cybersécurité. Aujourd'hui, il y a un autre challenge, celui de l'IA. Alors, avant de continuer, je souhaiterais qu'on fasse rapidement cet exercice. Vous pouvez scanner le QR code et aider à répondre à la question: lequel de ces trois archétypes êtes-vous en train de devenir? En fait, j'ai préféré qu'il y ait comment on appelle ça, un sondage qui va en train d'apparaître sur l'écran maintenant. Alors, chacun a la place de pouvoir de scanner, tout ça, pourront directement le faire. Alors, j'ai lancé, vous pouvez juste directement donner vos réponses et je donnerai directement à Paterne le résultat des sondages. Merci Hervé. Ce sondage va me permettre d'affiner la suite de ma présentation, parce qu'une présentation de masterclass est toujours fonction de la population cible. Hervé, fais-moi signe quand c'est le moment. On laisse 10 secondes pour y aller, puis ça sera bon. On aimerait avoir un peu plus de réponses. Oui, c'est bon. Encore 5-6 réponses, ce serait bien. Si on peut même faire la moitié de 25, on est à 10 réponses seulement. Mais la tendance pour l'instant, c'est aucun. Je tiens encore la barre à 50%. 54% maintenant, 38% DSI contourné, l'IA est entrée par la DG et les métiers sans moi. OK. Et 8 personnes disent, 8%, pardon, disent DSI de l'organigramme, un autre pilote l'IA à ma place. Alors voici ce qu'on a pour l'instant. 54% aucun, je tiens encore la barre. 38% DSI contourné, l'IA est entrée par la DG et les métiers, sans moi. Et 8% parlent de DSI de l'organigramme. Voilà les résultats. Merci Hervé. Je suis heureux de constater qu'une bonne partie des DSI tiennent encore la barre
ce qui confirme pour moi l'importance de cette masterclass, car il s'agira de continuer à tenir la barre. Comment? De quelle manière? Ça, c'est pour ceux qui tiennent encore la barre. Pour l'aider ici de l'organigramme, nous allons vous présenter une approche que Transnumérique met en œuvre pour accompagner ces DIC dans leur repositionnement. Idem pour ceux qui sont dans la catégorie des DIC fantômes. Pour les trois catégories, sachez que la bascule est en cours. Ce n'est qu'une question de temps, un peu comme dans la cybersécurité. Dans la cybersécurité, vous savez que la question fondamentale, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on sera attaqué ou non. Ce n'est pas ça la question fondamentale. C'est quand serons-nous attaqués? Serons-nous prêts? Parce que vous serez attaqués. Idem pour l'IA. La bascule, parce qu'elle nous aide, elle nous simplifie la vie. Mais la bascule aide aussi les directions générales à réduire les coûts. Il ne faut pas l'oublier. Le DSI en tant que personne est un coût. Et il travaille environ 8 heures pendant les 5 jours ouvrés. Les outils qu'il va déployer, qui peuvent comporter l'IA, est un autre coût. Donc, vous avez le coût de l'homme, vous avez le coût de l'IA que l'homme utilise pour travailler. Au fur et à mesure que ça va se développer, les DG, les directions générales, les COMEX, les CODIR vont finir par se poser la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas supprimer un des coûts? Puisque l'IA ne se fatigue pas, elle n'a pas de revendication, elle ne demande pas de congé de maternité ni de congé parental. Et elle peut faire ce que le DSI fait à 80%. Est-ce qu'on ne devrait pas shrink, réduire même l'équipe de la DSI à quelques personnes, plus les IA? C'est tout ça qu'on doit avoir en arrière-plan. Et c'est tout ça qu'on va traiter, dont on va présenter les approches de solutions mises en œuvre par Transnumérique pour accompagner les DSI. Alors, nous allons continuer. Comment Transnumérique approche la question du repositionnement du DSI à l'ère de l'IA? Eh bien, via un modèle qu'on appelle le modèle phare, que nous allons rapidement développer. Le modèle phare possède un cap et 4 faisceaux pour que le DSI reste le pilote. Vous savez qu'un phare éclaire. L'image du phare, c'est celui que nous avons sur cette slide. Vous voyez, le phare ne décide pas de où vont les navires. Il ne décide pas de la trajectoire des navires. Mais le phare va éclairer la voie par laquelle le navire va passer pour lui éviter de cogner des rochers. À l'ère de l'IA, nous recommandons un positionnement du DSI qui soit celui d'un phare, comme le phare que vous avez à l'image. Et nous allons le voir. Dans ce phare, nous retirons 4 faisceaux que nous allons développer. Vous avez un faisceau 1, qui est celui de facilitateur et traducteur, qui est un positionnement possible. Vous avez un faisceau 2, qui est celui de l'architecte de valeur et de souveraineté, qui est un positionnement possible. Vous avez un faisceau 3, qui est celui de gouverneur de l'hybridation, qui est un positionnement possible. Vous avez un faisceau 4, qui est celui du garant humain. Les faisceaux dont on va parler tiennent compte du fait qu'il existe ou qu'il pourrait exister dans votre organisation un responsable IA directement rattaché au directeur général ou à la direction générale qui ne dépend pas de vous. C'est dans cet environnement-là qu'on se projette et qu'on va positionner le DSI. Le premier faisceau,
c'est celui de facilitateur et traducteur stratégique. Il y a un constat, on en a parlé, l'IA entre par de multiples portes. Métier, abonné au cloud, le DG qui signe parfois sans le DSI, le Chief AI qui apparaît au périmètre qui recoupe ceux du DSI. Qu'est-ce qu'un DSI facilitateur et traducteur? Nous parlerons après de comment vous pouvez vous positionner sur chacun de ces faisceaux et comment Transnumérique vous accompagne dans ce positionnement. Le DSI facilitateur et traducteur, il ne combat pas ces évolutions. Il les canalise. Il crée le cadre où l'IA, où qu'elle émerge, s'intègre de façon cohérente et gouvernée. En un mot, le DSI facilitateur et traducteur stratégique est la personne qui traduit la vision du DG en capacité IA concrète, choisie et pilotée. Donc, autrement dit, dans ce positionnement-là, le DSI qui va d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas dire perdre la main sur l'infra, puisque l'infra commence à être automatisé, va devoir s'élever. Et en s'élevant, prendre avec lui des éléments de structuration de l'IA dans son entreprise. Vous voyez que là, on ne parle pas dans le DSI facilitateur et traducteur d'un positionnement technique. Parce que malheureusement, les entreprises n'ont pas la main sur la technique dans l'IA. Ils n'ont que l'usage de l'IA. Ils n'ont pas la main sur la technique. Tous les outils IA que nous utilisons aujourd'hui, au moins les plus connus, ChatGPT, Copilot, Anthropic de Claude, nous n'avons pas la main sur ces outils. Nous n'avons que l'usage de l'outil. Donc, l'outil ne nous appartient pas. On n'a pas payé la licence pour dire qu'on peut regarder le code, on peut le modifier. On n'a même pas la possibilité de le paramétrer pour un usage qui va dans le sens de notre entreprise. Mais pas du tout. Donc, ce n'est pas sur la technologie. C'est sur la traduction de la vision du DG en capacité concrète. Nous verrons très concrètement comment Transnumérique accompagne ce positionnement de facilitateur. Le deuxième faisceau du phare que peut être le DSI, c'est celui de l'architecte de valeur et de souveraineté. Le constat. La seule question qui compte pour un DG, c'est qu'est-ce que ça nous rapporte? Et c'est normal. Les DG réfléchissent en termes de cash. Même la performance a pour objectif de générer du cash. La productivité a pour objectif de générer du cash. Même quand le DG n'en parle pas directement, en arrière-plan, la question qu'il se pose, c'est qu'est-ce que ça nous apporte? Et le DSI architecte y répond le premier. Qu'est-ce qu'il fait dans son positionnement architecte de valeur et de souveraineté? Eh bien, il choisit les cas d'usage IA qui produisent un avantage réel et mesurable. Et la question de souveraineté des données, à laquelle nous sommes tous ici attachés, n'est pas son point de départ. C'est sa garantie. Quelles données sortent, vers quel modèle, hébergées où, sous quelle juridiction. Donc, le DSI, dans son positionnement architecte de valeur, d'abord de valeur, c'est-à-dire que l'IA dans l'entreprise doit pouvoir créer de la valeur. Et cette création de la valeur-là est attachée au cas d'usage. Tout à l'heure, je vais très concrètement vous expliquer comment toutes ces choses-là peuvent être réalisées et comment on arrive à se positionner avec le support d'une entreprise comme Transnumérique. La valeur d'abord et la souveraineté comme garantie. Je sais qu'il y a entre nous les spécialistes, experts
de l'IT, des services, des systèmes d'information, des discussions sur la souveraineté. Mais à vrai dire, pour un DG, la première question, c'est la création de la valeur. La souveraineté n'est qu'une garantie. De nombreuses entreprises sont prêtes à laisser même leurs données sensibles n'importe où, si ce n'importe où leur permet d'améliorer la performance, la productivité et le cash qui rentre dans l'entreprise. Les DG sont pragmatiques. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est de ne pas faire de la souveraineté votre premier cheval de bataille. Donc, le point de départ de vos discours sur l'IA, mais d'abord la valeur qu'elle crée. Et après la souveraineté, la question de où sont les données. Le troisième positionnement, avant qu'on rentre dans un cas plus clair, c'est celui du troisième faisceau, gouverneur et pilote de l'hybridation. Ici, c'est une question importante. Et c'est même la question la plus importante, celle que j'ai posée au début. L'IA arrive dans votre organisation. Qui tient l'IA? Qui décide de ce qu'elle fait et de ce qu'elle ne fait pas? Qui est responsable des décisions de l'IA? Il faut gouverner cette IA. Et pour gouverner cette IA, il faut passer dans un mode qu'on appelle the man in the loop, c'est-à-dire qu'un être humain soit dans le processus de décision et de fonctionnement de l'IA. Quelles décisions restent humaines? Lesquelles sont automatisables? Sous quelle supervision? Selon quels critères de correction? Le DSI qui se positionne en gouverneur et pilotage de l'hybridation est celui qui établit les règles de jeu, puis il les pilote. Les indicateurs, les responsabilités, les revues, les seuils, les alertes, ce qu'il fait déjà, mais appliqué à l'IA. Sans cette visibilité-là, eh bien, l'IA pourrait complètement noyer les uns et les autres dans l'entreprise avec un tel niveau de dépendance que l'entreprise ne pourra pas fonctionner sans l'IA. Or, vous savez maintenant qu'il existe des kill switch géopolitiques. C'est-à-dire que le président d'un État, et on l'a récemment vécu, peut décider qu'un pays ou qu'une région géographique ne puisse pas avoir accès à une IA ou à une fonction de l'IA. C'est ce que le président américain nous a fait il y a un mois en arrière en interdisant l'accès à des outils d'anthropique à toute personne qui n'est pas de nationalité américaine et à tout autre pays que les États-Unis. C'est-à-dire que tu pouvais travailler aux États-Unis pour Microsoft, mais comme tu es ivoirien, tu ne peux pas accéder à ces IA-là, au potentiel de ces IA-là. Et le DSI gouverneur de l'hybridation, gouverneur et pilote de l'hybridation, a tous ces sujets. Donc, il gouverne. L'un des éléments les plus importants, c'est la coexistence entre l'humain et l'IA. Le dernier, avant que nous puissions voir comment concrètement Transnumérique met tout ça en place, c'est le DSI qui se positionne en tant que garant humain de l'autonomie supervisée. En cas d'incident, le DSI finit toujours par poser la question: qui a validé? Qui est aux commandes? Toujours en cas d'incident. Parce que l'usage de l'IA n'est pas sans incident dans les entreprises, au moins pour celles qui sont avancées. Quand je parle de l'usage de l'IA ici, on va rapidement élargir la focale. Je ne parle pas que
des IA génératives de type bot, donc ChatGPT et les autres. Mais je parle aussi de tous les développements qui embarquent de l'IA de près ou de loin. Je parle aussi, pour ceux qui sont dans la banque, des fonctions IA qui ont été ajoutées à vos cœurs des systèmes qui gèrent votre métier. Le core banking, core assurance, par exemple. Aujourd'hui, les entreprises qui vous fournissent ces produits ajoutent de plus en plus de l'IA. Que fait ce DSI positionné comme garant humain de l'autonomie supervisée? Évidemment, il ne va pas interdire que dans son infrastructure fonctionnent des IA qui soient autonomes. Mais il décide de quel est le niveau d'autonomie de cette IA, de sa supervision, afin d'en être responsable. Parce qu'en effet, ce qui rend l'IA acceptable pour les entreprises aujourd'hui, c'est l'auditabilité de cette IA-là. Alors, là également, nous allons faire un autre petit sondage pour déterminer, que vous puissiez partager avec nous, lequel de ces faisceaux, de ces 4 faisceaux, allez-vous activer dès lundi prochain? Ou peut-être sur lequel vous êtes déjà actif. C'est la même question. Vos réponses vont me permettre d'affiner la dernière partie de ma présentation, qui consiste à vous montrer comment concrètement Transnumérique accompagne ce positionnement de phare sur les différents faisceaux. Merci. Hervé, je te laisse la main. Oui, j'ai laissé le sondage apparaître sur nos écrans, alors vous pouvez y répondre. Maintenant, Pattern, il y a certaines questions, il y avait des personnes qui voulaient que ça soit interactif, j'en conviens, mais je voulais laisser que ta présentation continue. Alors, juste avant la démo, on pourra répondre à certaines des questions en live pour que tu puisses y répondre, pour leur permettre maintenant d'engager dans la démo. C'était juste une information à partager rapidement. Merci, Alors, vous pouvez Hervé. toujours répondre aux questions qui sont ici. Alors, comme on a dit, dès lundi prochain, qu'est-ce que vous allez faire? Pour l'instant, nous sommes à 40% pour... bon, là, ça a diminué. Je vais attendre qu'on ait au moins 15 réponses avant de pouvoir chose. On est juste à 10. On pourra augmenter un peu. Faisons un petit effort. Je sais, c'est vendredi matin, mais essayons un peu de pouvoir augmenter. Alors là, Pattern, nous sommes, de ce que je vois, les tendances 54% facilitateurs et traducteurs à 54%, 23% architectes de valeur et de souveraineté, ok, et 15% gouverneurs de l'hybridation et 8% garants humains. Voici les réponses du dernier sondage. Excellent, excellent. Ces réponses sont encourageantes et je les comprends. En effet, le faisceau 3 et le faisceau 4 semblent être difficiles à mettre en œuvre parce que on pourrait dire qu'on n'a pas la main sur la technologie, on n'en est pas propriétaire, on ne l'achète pas. Donc, il se peut qu'on soit en incapacité de se positionner sur ces faisceaux. Mais en fait, tout dépend de comment et avec qui vous travaillez sur l'IA dans votre entreprise. Nous allons en parler. C'est la dernière partie.
on a commencé par poser un état de lieu de ce qui, subrepticement, en silence, est en train de basculer. À la suite, on a parlé de comment, dans ce basculement-là, le DSI peut se positionner comme un phare éclairant un certain nombre de périmètres. On en a pris 4, il pouvait en avoir plus. Et maintenant, on va répondre à la question de savoir comment Transnumérique opérationnalise le phare et répondre aux questions. Comme ça, on aura bouclé la boucle. Comment Transnumérique opérationnalise le phare? Dans le cadre du phare, Transnumérique a mis en place 2 dispositifs qui couvrent les 4 faisceaux. Le premier, c'est le dispositif POC-POV pour DSI. En quoi consiste ce dispositif? Eh bien, ce dispositif consiste pour Transnumérique à accompagner en amont pendant ses questionnements, pendant ses réflexions, pendant sa cogitation, le DSI. Ce dispositif consiste à accompagner les DSI vers des POC, POV sur le périmètre de l'IA. Avant les projets, avant même que l'entreprise ou le DG ne décide finalement des projets IA qu'il veut mettre, de la stratégie qu'elle veut mettre en place, de qu'est-ce qu'elle veut faire de l'IA. Avant les budgets, avant que les décisions se prennent sans le DSI. Le dispositif POC, POV pour DSI de Transnumérique permet de conduire avec les DSI et ses équipes sur des métiers réels avec des données réelles. L'objectif, c'est quoi? C'est de produire en amont des preuves chiffrées, documentées, défendables de ce qu'une initiative IA apporte concrètement. Quelle est l'idée? Quelle est la finalité? Pourquoi ce dispositif? Eh bien, ce dispositif va permettre au DSI d'arriver devant le DG avec des faits, pas avec des promesses d'éditeurs, au moins pas uniquement avec des promesses d'éditeurs. Pourquoi c'est important? Parce que l'une des difficultés avec l'IA s'appelle, en tout cas, moi je l'ai appelé comme ça. Regardez sur mon LinkedIn, vous allez trouver un article qui s'appelle le brouillard de l'IA. Et cet article traite de ce sujet-là. L'une des difficultés qu'on a avec l'IA, c'est qu'il y a trop d'informations sur l'IA. L'information de lundi, 11 h, est contestée et modifiée le même lundi à 18 h. Et à 22 h avant de vous coucher, l'information a encore évolué. Une première étude vous dit lundi à 11 h que Anthropic a sorti une IA inimaginable, la plus puissante au monde. À 16 h, on vous dit oh, il y a mieux, il y a mieux. Google vient de sortir un Gemini, alors là, on n'a jamais vu ça. À 22 h avant de vous coucher, on vous dit ouh, papa, mais on ne s'attendait pas à ça. ChatGPT, OpenAI a fait un truc de fou. Comment vous vous sentez, vous en sortez dans ce milieu-là? Comment? Vous voyez? Et les DG en entendent tellement sur l'IA, tellement sur l'IA. Au ACTD à Abidjan, avec les DSI, j'ai posé la question dans la salle de la masterclass qu'on a faite. Est-ce que vous avez déjà entendu que l'IA pile foutou? Il y a un gars qui était dedans, m'a dit oui, moi j'ai déjà entendu. On m'a dit qu'il y a pile foutu. J'ai dit c'est très bien, je m'attendais à ça.
Si Dieu ne pile pas Foutou, comment l'IA peut piler Foutou? C'est incroyable. Mais oui, on met tellement tout sur l'IA qui peut tout faire, sur l'IA qui sait tout faire, sur l'IA, sur l'IA, sur... On en a tellement tout mis sur l'IA, finalement, on ne sait plus quel visage a l'IA. On ne sait plus. On ne sait même plus l'IA, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et nos DG, malheureusement, sont au milieu de tout ça. Tout le monde est expert IA aujourd'hui. Moi, je participe à des séances avec les entreprises. D'ailleurs, personnellement, j'ai arrêté de faire les webinaires sur l'IA parce que je trouve que les gens ne sont pas à l'aise pour poser les questions. Tout le monde est tellement devenu expert qu'on a même peur de poser des questions simples. De peur que les gens pensent qu'on est un ignare, un idiot, on ne sait rien sur l'IA. Vous voyez? Donc, les DG ont aussi comme on dit chez nous, la tête et nyangami. Ils ont aussi ce mélange dans le cerveau de qu'est-ce que l'IA peut réellement faire. Donc, ce dispositif permet d'accompagner les DSI pour venir devant le DG, dit DG, voici ce qu'on peut faire par rapport à notre entreprise. On a fait un petit pied aussi, on peut vous le démontrer. Ça permet ça, ça permet ça, ça nous permet de gagner ça, de récupérer ceci, d'avancer sur ça. C'est concret. Ce n'est pas un éditeur qui vient te dire, moi, mon IA fait ceci. Vous voyez les gens sur votre LinkedIn là, qui vous disent, j'ai créé un prompt, j'ai créé un truc qui peut tout faire. Hein, faire votre commercial, faire vos CV, faire ceci. Écrivez juste Claude en bas ou écrivez Gemini en bas. Je vous envoie les liens. S'il y a des gens parmi vous qui l'ont fait, c'est très bien. Mais regardez ce qu'ils vous ont envoyé versus la promesse qu'ils ont fait dans leur truc. Vous voyez, il y a un écart. Transnumérique, lui, il a un dispositif pour vous accompagner qui vous permet d'arriver devant votre DG avec des preuves. Pas de promesse d'éditeur. Alors, vous voyez qu'en faisant cela, Transnumérique remplit, vous accompagne dans le positionnement du faisceau 1 et du faisceau 2, celui sur lequel vous vous êtes le plus positionné. Deuxième chose, il nous reste à peu près 5 minutes. Transnumérique a mis en place un programme IA App, IA Agent, qu'on appelle IA 2GS. Ce programme permet à Transnumérique de vous livrer un projet, un produit, un service IA 2GS gouverné, garanti et souverain. De quoi je veux parler? Et là, ça touche aux faisceaux 3 et 4, sur lesquels vous n'êtes pas le plus positionné parce que c'est normal. Aujourd'hui, je pense que nous avons tous ChatGPT. Je pense que nous avons tous Gemini ou nous avons tous Claude Anthropique. Mais Claude Anthropique nous donne l'usage de son agent, de son bot, de son agent conversationnel. Et je sais que je frustre beaucoup de gens quand je le dis, mais pour moi, ChatGPT, Gemini, Copilot, ce n'est pas de l'IA pour entreprise. C'est un sujet qu'on pourra développer en long en large. Ce n'est pas de l'IA pour l'entreprise. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des produits. Ce sont des outils conversationnels qui communiquent avec un LLM. C'est tout ce que ça fait. Ça ne fera rien d'autre dans l'entreprise, à part générer du contenu. Mais on en reparlera. Que permet ce dispositif? Il permet quelque chose d'unique que vous allez voir tout à l'heure. Vous avez peut-être entendu parler, j'aime bien en parler rapidement, de Anthropique, qui a appelé les services français pour leur informer qu'une personne est en train de préparer un crime à commettre. Et la police française est intervenue à arrêter la personne. Effectivement, elle était en train de préparer un crime. Comment Anthropique l'a su, d'après vous? Parce que Anthropique possède, pour l'IA que vous utilisez tous les jours, un back-office qui gère
cette IA auquel vous n'avez pas accès. C'est la raison pour laquelle Claude n'est pas votre produit. Vous n'en êtes que l'utilisateur. Quand le monsieur est en train de discuter avec l'IA sur comment il peut faire ça, comment il peut faire ça, comment il peut faire ça, dans le back-office, des lumières se sont allumées. Et les équipes d'Anthropic, comme ils voient ce que vous faites, ils voient ce que vous dites, même s'ils ne lisent pas exactement, mais ils ont des algorithmes qui analysent toutes vos interactions. Ils ont ceux qui se préparaient quelque chose. Et ils ont appelé la police française. Le produit appartient à Anthropic. Il n'appartient pas à vous. Vous êtes en train de l'utiliser uniquement. Quand une dame a perdu son fils aux États-Unis, qui s'est suicidé avec l'aide de l'IA, la dame a porté plainte. Et sa plainte avance. Qu'est-ce qu'on reproche à Anthropic? Non, qu'est-ce qu'on reproche à ChatGPT? Je pense que c'est ChatGPT. Qu'est-ce qu'on lui reproche? De ne pas avoir informé la police. Pourquoi on lui reproche ça? Parce qu'ils savent qu'ils ont accès à un back-office avec des algorithmes qui mettent en avant tous les sujets qui les intéressent. Le programme IA2GS de transnumérique lui permet de vous livrer des produits, des services, des agents IA avec une capacité qui s'appelle le cockpit. Le cockpit est le back-office des IA. C'est dans ce cockpit-là que Anthropic va réduire le nombre de tokens, augmenter le nombre de tokens, faire que l'IA devienne idiot, faire que l'IA devienne intelligent. Le back-office qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui est attaché à un produit appelé ATS, j'imagine que ce n'est pas le côté recrutement qui va vous intéresser, mais c'est le back-office qui est dans ce qu'on a créé, vous permet de contrôler votre IA, c'est-à-dire de réaliser, de vous positionner sur les faisceaux 3 et les faisceaux 4. Vous contrôlez votre IA à tel point qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut. À la limite, c'est vous qui préalablement avez dit dans quel contexte votre IA va fonctionner, qu'est-ce qu'elle va faire. Et elle vous fait faire des économies. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec une IA générative, à chaque question, vous le savez, il doit renvoyer le contexte au LLM. Ce n'est pas l'IA. Ce que vous voyez, ce n'est qu'une interface de communication. Vous vous posez vos questions. Vos questions sont prises par une IA qui discute avec le LLM. Le LLM répond et puis la partie application analyse et vous donne les réponses. Et donc, dans le développement de tons numériques, il y a toujours un back-office, on va vous le présenter. Qu'est-ce que permet de faire ce back-office? Eh bien, quand vous allez, par exemple, dans le cas de l'ATS qui vous sera présenté, si vous voulez créer une fiche de poste ou un truc sur l'emploi, ou que vous voulez analyser des CV pour déterminer quel est le meilleur candidat, l'IA va juste aller récupérer l'information dont elle a besoin. Elle va l'envoyer à un LLM, au LLM de votre choix. En plus de votre choix, le LLM va analyser, va envoyer sa réponse. Quand la réponse va arriver, l'application a à la fois un agent IA que vous allez voir et à la fois une application IA qui tourne en arrière-plan pour assister l'agent. Donc, quand le LLM a répondu, ça c'est le travail de l'agent, l'agent va donner cette réponse à l'application et c'est l'application qui va faire le traitement. Quelle est la conséquence? Vos données sont en interne chez vous, vos données vous appartiennent, vos données ne sont jamais envoyées à l'IA. Et mieux, toute la discussion que vous allez avoir avec l'IA, tout le travail d'échange avec l'IA, vous avez analysé des CV, vous avez fait des entretiens, vous avez recruté des gens. Si derrière une question se pose, pourquoi on a recruté Pattern et pas Emmanuel alors qu'Emmanuel semblait mieux que Pattern? Tout le processus de recrutement avec tout ce qu'il y a eu échange avec l'IA. Allez dans le back-office, vous allez tout trouver. C'est-à-dire que tout ce que l'IA dit, tout ce que vous validez avec l'IA se trouve dans le back-office. Donc, je peux aller voir quel a été le processus de recrutement de quelqu'un. Alors, imaginez ce que ça vous apporte en termes d'automatisation intelligente. Vous automatisez un processus. Vous faites quoi? Une fois qu'on a automatisé, on vous le renvoie. Aujourd'hui, si on l'automatise avec, je ne sais pas, ChatGPT, avec Gemini, avec ce que vous voulez,
non seulement il n'y a qu'une seule personne qui pourra l'utiliser, mais en plus, vous n'aurez pas accès à comment l'automatisation s'est passée, où ça s'est bloqué, où il y a eu problème, qui n'a pas réagi comme il faut. Vous n'avez accès à rien. Pourquoi telle décision a été prise? Avec quel élément? Vous n'avez accès à rien. C'est blank. Vous êtes aveugle. Le programme IA2GS de transnumérique vous permet pour tous vos projets d'avoir un cockpit. Et c'est ce cockpit qui va vous être présenté. Et dans ce cockpit, vous avez quoi? Vous avez la maîtrise. Donc, vous remplissez, vous vous positionnez sur les faisceaux 3 et 4 qui sont les plus difficiles si vous n'êtes pas accompagné, si vous ne travaillez pas avec une entreprise capable de vous donner le produit et vous avez la propriété du produit. C'est-à-dire que les données sont chez vous, sur votre tenant ou sur vos serveurs. Le produit, il est chez vous, il tourne chez vous. Vous avez accès à son back-office. Vous pouvez aller modifier. Vous pouvez décider quels seront les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, jusqu'à où ils peuvent aller, jusqu'à où ils ne peuvent pas aller. Vous allez faire ce que Anthropic fait avec Claude, parce que Anthropic, c'est le papa et la maman de Claude. Vous êtes le camarade, l'ami ou le copain de Claude. Transnumérique avec son programme IA2GS. Pour rigoler, on va dire, fait de l'insémination artificielle. Et le bébé, comme vous le portez, il est à vous. D'ailleurs, c'est votre propre bébé puisqu'il a été fait avec des matériaux génétiques venant de vous. Et le bébé, quand il arrive, il est à vous. Il habite chez vous, il porte votre nom. Et si on fait le test d'ADN, c'est votre bébé. C'est votre IA. Faites le test ADN de Claude Gemini Copilot. Il n'est pas à vous. Ce n'est pas votre bébé. Vous ne pouvez pas le paramétrer. J'en termine là. Merci. Notre dernier sondage maintenant. Et vos questions. Alors, le dernier message. Vraiment le dernier message. Regardez-le, il est à l'écran. Transnumérique pense que le DSI ne doit pas traverser seul ce basculement. Pas seul face à sa direction générale qui s'impatiente. Pas seul face aux métiers qui avancent sans lui. Pas seul face aux éditeurs qui vendent des promesses sans gouvernance. Pas seul face à des agents IA dont personne ne sait ce qu'elles décident. La méthode phare dont je vous ai parlé donne le cap. Transnumérique, votre partenaire, donne les moyens de tenir ce cap pour que le DSI reste le phare de la transformation IA de son organisation. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la main à mon très cher Hervé. Merci beaucoup, Paterne. Merci beaucoup. Alors, je vais juste laisser au moins ceux qui voudront avoir peut-être, il y avait déjà une question que quelqu'un avait soulevée. Je voudrais juste pouvoir peut-être revenir là-dessus. S'il veut bien juste lever la main, je vais juste ouvrir son micro. Juste ceux qui veulent poser des questions, juste ouvrez, juste levez vos mains. Je vais juste pouvoir vous laisser parler. Comme ça va pas aller dans tous les sens pour qu'on puisse dire, vous levez les mains. J'ouvre votre micro, vous pourrez poser votre question et ainsi de suite pour pouvoir modérer. S'il n'y a pas de questions et ça peut attendre, on laissera la place à chose. Déjà, il y a une première question. Je vais ouvrir le micro. Alors, allez-y. Massafaniri, vous pouvez y aller. Oui, vous l'avez essayé. C'est Massafaniri. Bon, pardonnez. Excusez-moi d'avoir écorché, Monsieur Koulibaly. Oh non, vous pouvez dire Massa tout court, ça va, ça va. D'accord. Allez-y avec votre question. Alors, merci pour votre brillant exposé, ainsi que ceux qui vous ont précédé. Hein. Je suis Massa Koulibaly. Comme vous l'avez vu, je suis responsable infrastructure chez Embrot West Africa. Et il y a mon responsable qui est là, Eric Ngou. Donc, c'est mon directeur technique. Alors, ma question, c'est sur la présentation de Transnumérique. Donc, je voudrais savoir si Transnumérique faisait des formations en réseau, et notamment en CCNA et CCNP. D'accord, pour cela. D'accord, allez-y. Comment est-ce que Transnumérique accompagne jusqu'à la certification? Ça, c'était concernant pour le moment
la présentation du transnumérique. Peut-être les autres questions sur l'IA viendront après. D'accord. Est-ce qu'on peut faire le contraire? On prend les questions de l'IA maintenant et pour transnumérique, on laissera juste à la fin, il y aura Monsieur Mangama qui pourra y répondre directement sur ces approches-là. Je préférerais, juste pour, comme je dois modérer, que ce soit sur la présentation et la masterclass qui est là, avant de passer comment on appelle ça, aux démos. Alors, ça serait, est-ce que vous avez des questions précises sur le par exemple, ou Non, sur l'IA, surtout ce que monsieur Patern avait posé comme question, ou qu'il a développé. non, pas pour le moment. Pas pour le moment. D'accord, On alors peut on continuer. reviendra sûr et sûr sur votre question juste à la fin. Excusez-nous, juste pour qu'on puisse rester dans le cadre de l'IA pour l'instant avant de poser la question des formations et autres, s'il vous OK, plaît. OK. Merci OK. beaucoup. Merci. La prochaine personne, c'est monsieur Abdelkader Chérif. Normalement, votre micro est ouvert, vous pouvez y aller. Oui, bonjour à tous. En tout cas, merci pour la brillante intervention. C'est vrai que ce qui a pu se captiver, en fait, je ne vais pas dire dans l'ensemble c'était bien, mais la dernière slide, en fait, ça résumait exactement mon attendement, à savoir que le DSI ne peut pas faire sa transformation seul, en fait, au sein de l'entreprise. Il faut obligatoirement qu'elle soit associée avec ses collègues, ses collaborateurs. C'est vrai que dans la présentation de tout à l'heure, on a parlé de nouvelles fonctions qui sont créées telles que le RSSI, le responsable de l'IA. Effectivement, le DSI est appelé à travailler avec ces gens-là pour que vraiment ils puissent avoir la main sur tous ses actifs, la main sur son système d'intervention. Donc vraiment, ça a éclairé un peu ma vision. Après, concernant l'IA que présente Transnumérique, la question que j'avais, j'ai comme l'impression que c'est une IA qui est développée en interne, comparativement aux autres produits qu'on a, effectivement, qui sont Anthropic ou bien ChatGPT qu'on n'a pas à la main. Donc, c'est permettre à l'entreprise de développer son IA, d'avoir le contrôle. Après, c'est concernant les données, parce que l'IA repose sur certaines données pour pouvoir entraîner le modèle. Est-ce que c'est des données en interne que Transnumérique aide à mettre en place, ou bien comment est fait en fait la base de données de cette IA-là? Et pour terminer, c'est une question que j'avais posée, en fait, que j'avais déjà mis, c'est concernant l'utilisation des produits commerciaux anthropiques, ChatGPT. Est-ce que c'est possible de paramétrer, parce que j'avais entendu ça, de bloquer le paramétrage de telle sorte que les données qu'on met en entrée ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles? Je prends par exemple le cas d'un comptable qui met des pièces comptables et qui voudra avoir un bilan comptable. C'est des informations un peu sensibles, certes, mais comment est-ce qu'il peut, par exemple, arriver à bloquer ça pour que ces informations-là puissent ne pas être ressorties? Par exemple, quand quelqu'un va poser la question à Anthropic, donne-moi un exemple de bilan comptable, etc. Bon, c'est un peu basique, mais c'était un peu ça la question que j'aimerais poser. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Paterne, je te laisse. Comme ça, il y avait Oui, deux pans de la question. merci Abdelkader. Déjà, sur les données dont vous avez parlé et sur l'entraînement de l'IA, sachez que tous les projets IA ne requièrent pas de données. Je sais que vous entendez toujours que l'IA, ce sont les données, mais ce n'est pas totalement faux, totalement juste. OK? Il existe des projets IA pour lesquels on n'a pas besoin de données telles que vous l'entendez, on l'entend habituellement. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. La deuxième chose qu'il faut noter, tous les projets IA n'ont pas besoin d'entraîner un modèle. OK? Il existe des modèles dont l'entraînement est largement suffisant pour le projet qu'on veut mettre en place. Je vous donne par exemple le cas, vous êtes une entreprise, vous avez des données sensibles. Vous souhaitez déployer un agent interne pour aider les collaborateurs à créer d'autres documents. Hein? On va prendre par exemple le cas, je sais pas, du ministère de la fonction publique qui reçoit beaucoup de demandes de la part ne fût-ce que des fonctionnaires eux-mêmes, et puis qui doit répondre à toutes ces demandes-là. Et l'information est dispersée dans l'ensemble du ministère, voire dans d'autres ministères. OK? Comme ce n'est que génératif,
Vous n'êtes pas obligé de, c'est que de la génération de contenu, vous n'êtes pas obligé d'entraîner une IA en particulier. Vous pouvez prendre une IA qu'on appelle de fondation, ce qui est le cas des LLM que vous connaissez aujourd'hui, le cas de, par exemple, de Opus chez Anthropic, ou le cas de IQ, toujours chez Anthropic, et vous vous servez de cet LLM-là. Qu'est-ce que je veux pouvoir éclairer? Quand vous prenez Claude, quand vous prenez ChatGPT, ce que vous avez là, ce sont des produits avec leur interface. Ces produits font appel à une intelligence qui s'appelle le LLM. En fait, c'est cette intelligence-là qui fait le gros du travail de réflexion et qui renvoie après au produit appelé ChatGPT ou Claude qui va structurer la réponse qu'il a reçue et qui va vous l'afficher. Mais le même LLM là, le IQ ou le Opus, le même LLM transnumérique peut l'utiliser dans un projet chez vous. C'est-à-dire qu'il va créer un équivalent de ce que vous appelez, de ce que vous voyez, que vous appelez Claude. Et pour certains traitements, il va demander dans son développement d'aller poser des questions au LLM qui va donner des réponses. Et quand ces réponses vont arriver, le produit qu'a développé Transnumérique va traiter ces réponses et vous répondre. Donc, pour qu'un produit utilisant l'IA, parce que Claude et ChatGPT sont en fait des produits utilisant l'IA. Ils ne sont pas eux-mêmes l'IA. L'IA est derrière. C'est pour ça que quand vous utilisez Claude, que vous utilisez les autres, vous avez la possibilité de choisir quelle version de LLM vous utilisez. Est-ce que vous utilisez ChatGPT 5, ChatGPT, voilà. GPT 5.5, c'est le LLM, c'est l'intelligence. ChatGPT, c'est l'application IA qui travaille avec l'intelligence, le LLM, le moteur ChatGPT 5.5 pour vous répondre. Voilà comment c'est séparé. Donc, du coup, dans certains projets, vous n'avez pas besoin d'entraîner un LLM si il existe déjà un LLM qui est capable, en fait, qui a été entraîné à qui on a donné l'intelligence nécessaire pour répondre à vos questions ou pour résoudre vos problèmes. Maintenant, il existe des métiers spécifiques, comme certains métiers de la banque, analyser le scoring, déterminer lorsqu'on va donner un prêt, qui est susceptible de rembourser, qui n'est pas susceptible de rembourser. Là, on peut développer, on peut entraîner un LLM en particulier, ou prendre un LLM déjà entraîné, le réentraîner, ce qu'on appelle le fine-tuning, afin qu'il sache qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. Donc, vous avez plusieurs niveaux selon votre besoin. Voilà ce que je voulais expliquer très particulièrement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ou en tout cas, j'espère avoir apporté des éléments de réponse à votre question. Oui, oui, ça va. Oui, ça a été. Donc, après, c'est la dernière question du blocage, en fait, l'utilisation des données là. Je pense que vous avez pas. Je ne sais Oui. pas si c'était possible. Oui, alors, vous souvenez quand je vous ai parlé des cockpits? Aujourd'hui, les données, qu'est-ce qui se passe? Toutes les entreprises qui fournissent l'IA, en fait, tous ceux qui nous vendent les produits à base d'IA conversationnelle, à savoir Copilot, ChatGPT, Copilot, ChatGPT et Claude, prennent déjà des engagements qui n'engagent que, permettez-moi le jeu de mots, prennent déjà des engagements qui n'engagent que, qu'ils ne vont pas utiliser vos données. Mais je viens de vous dire que vos données apparaissent forcément chez eux. Au moins, les données qu'ils ont renvoyées là apparaissent forcément chez eux. Maintenant, est-ce qu'ils y ont accès en clair? J'ai envie de dire, pas forcément, mais il y a un traitement qu'ils font de ces données qui leur permet de ressortir des informations. Aujourd'hui, ils disent tous la main sur le cœur
qui ne vont pas utiliser vos données pour entraîner leur IA. Ça, c'est ce qu'ils disent la main sur le cœur, mais ça n'engage que maintenant. Si votre entreprise utilise des outils IA conversationnels, par exemple le comptable, qui demande des choses, et que vous souhaitez, par exemple, là c'est un sujet complémentaire à celui que vous avez donné, hein, et que vous souhaitez, par exemple, que le comptable n'utilise pas certaines données sensibles avec une IA, oui, il existe des solutions que Transnumérique déploie, maîtrise, paramètres, qui permettent de vous assurer de quelles données, quelles informations vos collaborateurs ont le droit d'utiliser dans une IA et quelles informations ils n'ont pas le droit d'utiliser dans une IA. Parce que si vous utilisez des informations trop sensibles, l'expérience est là, hein. Je pense que c'est Toyota ou une des entreprises de construction d'automobiles dont on a retrouvé des données de leurs ingénieurs sur ChatGPT parce qu'ils utilisaient ChatGPT pour travailler, poser des questions et puis ChatGPT revomissait les mêmes données chez tous ceux qui posaient des questions semblables. Donc, je pense que c'est pour ça que vous posez la question. Mais ça, ces entreprises ont pris des engagements. Ce que vous pouvez faire, c'est soit limiter les données sensibles que les collaborateurs peuvent utiliser avec l'IA, c'est soit demander à un partenaire de vous développer un projet IA en particulier qui soit chez vous, qui vous appartienne, qui soit éventuellement sur vos serveurs ou sur un data center en Côte d'Ivoire et qui fait que les données ne sortent jamais pour aller chez un tiers, fût-il le créateur de ce service ou de ce produit. Ça, c'est la solution radicale. Mais tout dépend dans quel métier vous êtes et qu'est-ce que la réglementation de votre métier vous oblige à faire. Mais tout ça, c'est des solutions qui sont étudiées et que l'IA 2GS de Transnumérique adresse. Merci. Merci beaucoup. On va prendre la dernière question. Excusez-moi, et comme ça, on va continuer avec la démo et on va poser d'autres questions. Monsieur Traoré, vous aviez levé la main. Le micro est ouvert. Vous pouvez poser votre question et on va pouvoir parvenir. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Je tiens à remercier Transnumérique parce que le thème IA rentré par la porte du DG, ce message vraiment adressé à moi particulièrement. Parce que il figurait où hier, le DG a demandé qu'on refasse la stratégie IT à cause de l'IA. La stratégie IT que j'ai mis en place pour 3 ans, la stratégie n'est plus d'actualité. Je dois refaire une nouvelle stratégie pour prendre en compte l'IA. Donc, ce webinaire-là, vraiment, est bienvenu pour moi. Voilà, je me disais que Patrick me parlait de moi quand il parlait tout le temps. Je me voyais vraiment indexé par toute cette problématique-là. Donc, voilà, je tenais à vous dire merci. Et puis, on verra dans la pratique comment vous pouvez éventuellement moi m'accompagner. Parce que la problématique d'actualité, aujourd'hui, le DGS, sur ChatGPT, tout ça là, il doit être, comme on dit, le phare pour pouvoir faciliter, réglementer, gouverner, tout ça là. Donc, ce webinaire est vraiment très bienvenu. Maintenant, ma question, c'est de savoir, nous qui sommes dans d'autres environnements qui ne sont pas Microsoft, qui sont Google Workspace, par exemple, est-ce que vous avez des solutions pour nous accompagner? Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions dans le domaine de la finance, dans le domaine du support, IT, ITSM, comment gérer le support via un agent robot? Est-ce qu'il y a des solutions? Vous avez des solutions pour ça? Est-ce que pour nous qui sommes sur Google Workspace, on a Gemini, est-ce qu'on a une solution pour nous accompagner, pour qu'on puisse vraiment déjà communiquer avec l'ensemble du personnel, former des gens, pourquoi pas, sur des thématiques bien précises, sur la cybersécurité, via des chats? Est-ce qu'il y a des solutions pour nous? Et après ce call, on pourra avoir un rendez-vous beaucoup plus poussé, beaucoup plus pratique pour qu'on puisse vraiment vous pousser, nous accompagner, voilà, sérieusement sur cette problématique. Voilà un peu mon commentaire que je voulais faire, puis les questions que je voulais poser. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Nous sommes heureux d'avoir organisé ce thème avec vous. Quant à vos questions, la réponse elle est simple, hein, elle est oui.
et vous avez remarqué que Transnumérique a mis en place 2 dispositifs. Il y a le dispositif des POC, POV, qui n'est pas votre cas parce que votre DG est déjà un amoureux fou de l'IA. Donc, vous, c'est plutôt le dispositif IA2GS qui nous permet de réfléchir ensemble sur comment l'IA entre dans votre entreprise. De quelle manière, sous quelle forme, sur quoi. Parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur l'IA. Il faut réussir à positionner l'IA dans l'entreprise. Or, d'une entreprise à une autre, on ne parle pas de la même IA, on ne parle pas des mêmes usages, on ne parle pas de la même application. Donc oui, on peut vous accompagner, vous contacterez Transnumérique sur ces questions-là et on pourra aller en profondeur. Ce que je voudrais vous dire à vous et à tous les autres DSI, considérez l'IA comme de la pâte à modeler. Quand vous pensez à l'IA, pensez à la pâte à modeler. La pâte à modeler, selon que vous appuyez d'un coup, prend une forme. Que vous appuyez en douceur, prend une forme. Que vous appuyez, que vous l'étirez, prend une forme. L'IA est multiforme et ça ne sera jamais la même chose d'une entreprise à une autre. Ce n'est pas possible. Ne confondez pas, s'il vous plaît, je vais vous le répéter, les outils IA de discussion, de chat, qu'on appelle aussi des bots, comme ChatGPT, comme tous les autres, comme étant l'IA. Ce sont des produits ou des services basés sur l'IA. Eux-mêmes ne sont pas l'IA. L'IA, c'est le GPT-5 qu'ils vont tous utiliser. Une fois que vous avez bien compris cette séparation entre l'outil basé sur l'IA et l'IA elle-même, c'est-à-dire l'intelligence qui est ce qu'on appelle le modem ou le LLM, vous verrez qu'il y a tout un boulevard de possibilités qui s'ouvre pour vous, pour votre entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise comme Transnumérique peut vous faire n'importe quel produit dont vous avez besoin, comme Anthropic l'a fait avec ChatGPT, et il suffit d'aller communiquer avec l'IA elle-même, donc le modèle. C'est tout. C'est juste cette logique qu'il faut réussir à comprendre. ChatGPT, Gemini et tout ça ne sont pas des IA pour entreprise. Je veux dire par là que ce ne sont pas des outils qui vont automatiser toute votre entreprise d'un point A en passant par un point B jusqu'à un point Z. Ce sont des outils qui vont vous apporter de la productivité individuelle, qui vont vous permettre de travailler mieux, de travailler plus vite, mais de manière individuelle. Si vous voulez une IA qui impacte l'ensemble de l'entreprise et qui crée de la performance et de la productivité à l'échelle de l'entreprise, ce n'est plus ChatGPT, ce n'est plus Claude, ce n'est plus... Parce que ces choses-là sont installées sur une machine. Tout ce que je fais avec mon ChatGPT, mon Copilot, reste sur mon PC ou sur mon espace. Mon manager ne le voit pas. Mon DG ne le voit pas. Mais quand vous avez déployé l'IA au niveau entreprise, ce que fait le sales avec l'IA, comme on va vous le montrer dans le cockpit, mon manager peut voir. C'est-à-dire que si je ne suis absent et que je dois suivre un sujet commercial qui arrive, je ne peux pas. Comme il y a un cockpit, mon manager peut voir ou mon collègue peut prendre la main sur un sujet et continuer. Mais tout ce que vous faites aujourd'hui sur Copilot et tout le reste, ça reste sur votre PC. Vous devez l'envoyer volontairement à quelqu'un. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de performance à l'échelle. Il faut que vous compreniez ça. C'est très important parce que les échecs des projets IA qui sont de 95%, vous m'avez bien entendu, hein, 95% des projets IA à l'échelle de l'entreprise échouent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gartner. Et ils échouent pourquoi? À cause de cette compréhension, de cette distinction entre l'IA et les produits basés sur l'IA. Merci, j'en termine là. Merci Tout à l'heure, beaucoup, vous allez avoir une belle Pattern. présentation. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer, je présente toutes mes excuses à monsieur Narcisse. On va prendre votre question juste après, s'il vous plaît, juste pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir faire leur démo. Alors, Désiré, tu vas prendre le lead maintenant. N'hésitez toujours pas à poser vos questions dans le chat et nous y reviendrons juste à la fin. Alors, merci encore beaucoup pour votre patience et Désiré, c'est à ton tour de jouer. Merci. Ok, merci.
Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Sango Désiré, spécialiste IA Data chez Transnumérique. Donc, nous allons rapidement vous présenter, faire la démo sur notre ATS agentique. Et bien avant, nous allons vous montrer, sinon vous parler rapidement de ce qu'est notre ATS agentique. Donc, ici, ATS, TNK ATS agentique, c'est quoi? TNK ATS agentique, c'est notre IA qui permet au DSI d'avoir le contrôle sur le recrutement dans leurs organisations. Alors, aujourd'hui, nous parlons tous de l'IA. On parle tous de l'IA dans les organisations, dans les entreprises, mais les questions qui se posent sont, entre autres, l'IA dans notre organisation, qui a la main réellement sur l'IA, qui a le sifflet, qui fait quoi, qui ne doit pas faire quoi. Donc, aujourd'hui, à ces problématiques, Transnumérique a des solutions et est à mesure de vous accompagner. Donc, nos solutions reposent entre autres sur la souveraineté de l'IA, la gouvernance et la garantie. Donc, lorsqu'on parle de souveraineté, tout à l'heure, M. Paten a évoqué plusieurs points. Mais ici, nous, Transnumérique, nous permettons aux organisations de vraiment mettre la main à 100% sur tout ce qui est donné, sur tout ce qui est outils ou solutions de l'intelligence artificielle qu'ils utilisent en leur sein. Donc là, tout ce que nous faisons est basé sur l'environnement de l'organisation en question. Donc, au niveau de la gouvernance, Transnumérique est à mesure d'accompagner les entreprises, sinon à travers les solutions qu'elle fournit aux organisations, leur permettre de gouverner à 100% tout ce qui se fait autour de l'IA. Donc, les règles sont établies, les processus, quels sont ceux qui ont accès à des informations, à certaines informations, etc. Au niveau de la garantie, nous parlons de l'IA, mais comprenons aussi que l'humain aura toujours sa place. Donc, pour ce fait, nous vous donnons la garantie au niveau de sur tout ce qui se fait sur les outils et les solutions d'IA. Du coup, tout ce qui va se faire, tout à l'heure, il a évoqué le suivi, sinon la maîtrise même de tout ce que nous faisons sur l'IA. Donc, avec cette solution, nous avons la possibilité de faire quoi? D'auditer, de suivre, de tracer tout ce qui se fait en entreprise, surtout concernant l'intelligence artificielle. Alors, ici, pourquoi faire la démo sur un agentique ATS et pas sur d'autres options ou d'autres outils? Ici, nous avons constaté que le recrutement est l'un des cas les plus exigeants concernant la gouvernance IA. Du coup, lorsqu'on parle de cas exigeants, on fait allusion très souvent au volume de données et des délais impartis pour le recrutement, à la qualité des sélections et la conformité, surtout lorsqu'il s'agit des données à caractère personnel. Et en dernier ressort, l'expérience des différents candidats. Donc, c'est au vu de ces points-là, c'est sur ces points-là que nous sommes orientés pour baser notre démo. Alors, ce que nous allons vous montrer ici comporte trois grandes parties. Donc, la première partie, vous allez voir une IA incorporée dans une application qui vous donne vraiment une vue très optimale avec, je dirais, l'ergonomie parfaite. Et vous avez le cockpit qui vous permettra d'avoir un contrôle sur toutes les actions qui seront menées par derrière. Sinon, sur l'interface, tout ce que vous allez mener comme action. Et enfin, le socle de souveraineté ici qui est de pouvoir mettre la main sur l'outil de façon globale et en vous permettant de faire vos choix concernant le modèle d'IA que vous voulez. En un mot, vous avez le contrôle total sur l'outil. Alors, comme nous sommes pris déjà par le temps, nous allons passer directement à la démo live. Pour ce faire, je vais passer la main à mon collègue Yannick Kofi qui va se charger de cette partie. Je vous remercie. Merci bien, Sango Désiré. Bonjour à tous. Moi, c'est Yannick Kofi. Je suis spécialiste IA et automatisation à Transnumérique. Donc, pour la démonstration de notre agentique ATS,
je veux vous présenter déjà une slide. Oui, il s'agit de la couverture fonctionnelle que fait notre ATS en comparaison au processus de recrutement standard que nous trouvons dans les entreprises. Et donc, ce tableau-ci nous montre d'une part les processus de recrutement standard et la couverture fonctionnelle que fait l'ATS. Donc, la première phase du processus de recrutement, il s'agit de l'analyse et la définition du besoin. Et donc, notre ATS répond à cette phase par la gestion des fiches de poste, la publication et la diffusion des offres d'emploi. Et ensuite, nous avons le sourcing et l'acquisition de talents. Toute cette phase est gérée par notre module que nous avons appelé Talent Pipeline, donc qui part de la fiche de poste jusqu'au vivier qualifié. Nous avons la deuxième phase du processus standard de recrutement qui est la présélection et le tri des candidatures. Et notre ATS répond bien avec des capacités, des fonctionnalités telles que le screening et les présélections intelligentes. Nous avons l'évaluation du test technique qui part de la présélection. La troisième phase de l'ATS concerne la vérification des références et le checking de la conformité, par exemple, des documents du candidat et les décisions et propositions d'embauche et l'onboarding. Notre ATS couvre cela avec les fonctionnalités de vérification de conformité, par exemple des certifications, des diplômes et autres. L'ATS également aide à la décision et propose les offres d'embauche aux candidats. Permet également de faire l'onboarding et l'intégration de manière efficace des sélectionnés. Et le module qui s'en occupe, c'est le module décision et onboarding qui permet de décider de recruter et d'intégrer nos futurs collaborateurs. Et au-delà de tout ça, il y a une phase traverse qui est le suivi et l'évaluation, la gouvernance de tout ce qui se fait au niveau de notre agent. Et pour cela, notre module cockpit qui permet de gouverner, d'auditer et de piloter tout ce qui se fait dans le produit. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer à la démo live. Et le périmètre de la démonstration ici aujourd'hui, c'est le module Talent Pipeline. Donc, le premier module du parcours, c'est-à-dire de la fiche de poste jusqu'au vivier qualifié. Donc, nous allons passer à la démonstration live. OK. Voilà. Ici, notre agent est déjà déployé dans l'environnement M365 et donc directement nous permet de voir les fonctionnalités et les use cases que nous avons cités, à savoir la création d'une fiche de poste. Et donc, l'objectif ici, c'est de transformer un besoin de recrutement en fiche de poste structurée. C'est quoi le déclencheur de cette fonctionnalité? Il s'agit d'un besoin de recrutement qui est exprimé par un métier ou la direction. Donc, le recruteur, il va décrire son besoin à l'IA. L'IA génère une fiche de poste structurée. Le recruteur relit et corrige. Si besoin, il demande une nouvelle version à l'IA et donc il peut améliorer cette fiche-là au fur et à mesure jusqu'à atteindre l'objectif. Donc, nous allons faire cette démonstration à travers ce prompt que nous avons mis là. Il s'agit de demander à l'agent de nous aider à créer une fiche de poste étape par étape via un formulaire. Voilà, donc pendant que l'IA analyse notre accès, parce que au niveau du cockpit, qu'on va bientôt au fur et à mesure en parler, notre IA ou le DSI a la capacité de dire qui a accès à quoi et qu'est-ce qu'il peut voir.
C'est-à-dire, on a des rôles, des permissions à chaque niveau. Donc, tout ça est généré et géré par le DSI au niveau du cockpit. OK, je voulais juste faire une petite présentation de ça. Donc, tout ce qui est module au niveau de notre cockpit est géré directement ici, dans le back-office. Je retourne là. OK. Donc, j'ai demandé à l'IA de m'aider à créer une fiche de poste. Et donc, il me répond très bien, Yannick, comment est-ce que tu veux appeler ce poste? Je vais dire responsable système. OK. OK. Parfait. Là où vous voyez, notre agent va faire appel à une application pour pouvoir gérer la fiche de poste. Donc, il faut savoir qu'au préalable, nous avons déjà enregistré les informations, par exemple, l'entité. Si nous sommes dans une organisation avec plusieurs succursales, l'entité, et l'IA se base sur, par exemple, le titre que j'ai mis là pour déterminer le département, les rattachements hiérarchiques et les critères de sélection pour ce poste. Donc, je ne fais que sélectionner les informations qui ne sont pas vraiment prédéfinies au niveau de l'IA. Donc, une fois renseigné, je demande à l'agent de me générer la fiche de poste. Voilà, notre fiche de poste est générée. OK. Ici, nous avons l'identification du poste, toutes les informations que nous avons eu à saisir dans le formulaire. Donc, le poste est responsable système, niveau confirmé, direction IT, localisation Côte d'Ivoire. Voici, par exemple, les domaines de spécialité, les domaines de compétences et les pourcentages, les poids pour sélectionner un candidat selon le poste et les profils. La finalité du poste, OK, OK. Donc, à la fin, l'agent me demande est-ce que la fiche de poste me convient? Je peux dire oui ou je peux dire non. Non, l'IA va générer une autre fiche. Là, je vais prendre oui, compte tenu du temps que nous avons. Oui, la fiche de poste me convient. OK, la fiche de poste a été créée. Souhaites-tu lancer la procédure de validation? Et comme nous l'avons dit, le manager ou le recruteur va vérifier, va demander une validation. Donc, tout ce qui s'est fait au niveau de l'IA est validé par un humain. OK, je vais lancer le processus. Donc là, je fais une demande de validation. Quand nous venons au niveau du cockpit, je vais vous montrer par exemple les workflows de validation. Comme on l'a dit tout à l'heure, le cockpit permet de gérer tout ce que l'IA va faire. Donc par exemple, ici, pour une demande de validation, nous allons prédéfinir les personnes qui valident, soit avec un workflow simple, c'est-à-dire une seule validation, ou deux validations. Pour l'exercice, je choisis une seule validation. Et donc, on peut en créer plusieurs. La validation des fiches de poste, la validation de rapports et des shortlists. Il faut noter également au niveau du cockpit, nous avons ici notre fiche de poste que nous avons créée depuis l'agent qui apparaît ici et qui est en mode brouillon. Donc, lorsque je fais la demande de validation, OK, je valide, je confirme, oui, j'envoie la demande de validation à Yannick. Bon, ici, c'est la même personne, donc pour l'exercice, il faut qu'on puisse présenter. Je me suis mis comme validateur moi-même. Voilà. Donc, une notification est envoyée soit par Teams ou par mail au validateur. Et on peut retrouver ici, vous voyez qu'ici, on dit la fiche de poste a été soumise à validation. Donc, celui qui doit approuver, quand il se connecte, voilà, il peut consulter la fiche de poste et procéder à la validation. Approuver. OK. Une fois que la fiche de poste est validée, nous avons maintenant la possibilité de créer une offre d'emploi. Donc, on va créer une offre d'emploi.
Donc, il faut noter que les offres d'emploi qu'on peut créer doivent être basées sur des fiches de poste déjà validées. Donc, tant que la fiche de poste n'est pas encore validée et activée, on ne la verra pas dans OK, vous êtes bien, OK, oui. Voilà, donc comme vous voyez ici, vous êtes bien habilité à créer une offre d'emploi. OK, je précise, créer une offre d'emploi. OK. OK. Donc là, l'agent me sort encore une application. Il me demande à travers quelle fiche de poste je veux créer l'offre. Donc, je choisis ma fiche de poste que je viens de créer, responsable système, date d'ouverture des candidatures. Bon, on peut mettre une date ultérieure, mais je vais mettre aujourd'hui parce que cela va se faire sur notre site carrière. Une fois que la date est arrivée, c'est en ce moment qu'on peut postuler. Et donc, si la date est ultérieure, on ne peut toujours pas postuler tant qu'elle n'est pas activée. OK, donc, je veux dire, on peut ajouter des avantages ou laisser notre agent générer. Donc là, nous sommes sur un cas d'usage de création d'offres d'emploi. Et cette offre d'emploi que l'IA a générée va nous permettre de publier, par exemple, sur notre site carrière et de permettre aux potentiels candidats de postuler. OK, la fiche de poste a été créée. On va également demander la validation. Oui. Et confirme. Et OK. On a également ici dans notre cockpit une offre d'emploi qui est créée à travers la fiche de poste qu'on a appelée responsable qui est soumise à validation, toujours à Yannick Kofi. Je vais approuver. OK. OK, on peut directement publier étant ici ou utiliser toujours notre agent pour publier l'offre. OK, OK, qu'est-ce que tu souhaites faire? OK. Bon. Alors, lorsqu'une offre est publiée sur notre site carrière, je vais faire la publication d'abord. Lorsqu'une offre est publiée, automatiquement, les candidats, par exemple, qui ont déposé leur candidature de façon spontanée sur notre site carrière, vont recevoir des notifications pour leur permettre de venir postuler sur l'offre qui a été publiée. OK, on attend que voilà, l'IA vérifie nos permissions. OK, quelle offre d'emploi je souhaite publier? Ici, il s'agit de responsable système. OK. Confirmez-vous la publication sur le site carrière? Je dis oui. OK. Donc, pendant que notre assistant fait la publication, je viens ici dans notre cockpit pour vous montrer un peu ici tout ce qui se passe. Donc, comme nous l'avons dit, nous, en tant que DSI, nous avons accès au cockpit pour vérifier tout ce qui se fait au niveau de notre outil, notre agent. Donc, tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est-à-dire la création de la fiche de poste, la validation, les créations de l'offre d'emploi, la publication de l'offre d'emploi, tout ce qui a été fait est auditable et laisse des traces. Même si l'utilisateur a fait tout ça et a supprimé, nous avons toujours les logs d'activité qui restent pour nous permettre de regarder tout ce qui a été fait au niveau de notre agent. OK. Donc là, il dit que l'offre responsable système a été publiée avec succès sur le site carrière que nous pourrons
Voilà, vérifier là. Donc, voici notre offre d'emploi. Et donc, comme j'ai choisi date d'ouverture des candidatures aujourd'hui, ça permet aux candidats de publier. Et donc, on va faire un exemple. Ok, donc, j'accepte et je postule. Et comme je le disais tantôt, laissez-moi, je vais vous présenter. Donc, pour l'exercice, j'avais fait des CV au préalable que j'ai publiés. Donc, une fois qu'on publie des offres d'emploi sur notre site carrière, là, il est dit bonne nouvelle, une opportunité s'offre à vous suite à l'analyse de votre profil, une opportunité professionnelle correspondant à vos compétences est actuellement disponible. Et donc, on demande aux candidats qui sont préalablement enregistrés dans le système de pouvoir postuler à la nouvelle offre d'emploi qui vient d'être publiée. OK. Et donc, là, nous avons eu un candidat qui a postulé à l'offre et le système va analyser son CV et créer. OK. Vous voyez, le candidat tout à l'heure a postulé pour l'offre que nous avons publiée. Et donc, voici les informations de ce candidat ici. On peut ouvrir son CV, consulter. Oui, ici, le système crée un profil, fait le résumé selon le CV qui a été mis à disposition, fait le résumé et détermine les compétences de ce profil et les postes recommandés pour voilà, cette offre d'emploi. Donc, nous avons la possibilité de voir le CV. Voilà, le CV qui a été mis à disposition. OK, nous avons les informations là. On peut le consulter. Bon, c'est un CV d'exemple que j'ai généré. Voilà. Et le système également permet de faire la gestion des doublons des profils. Donc, si une personne a envoyé 2 fois son profil, le système va nous alerter pour dire qu'il y a des doublons et qu'on doit pouvoir les gérer. Alors, ici, les noms sont différents, mais j'ai mis mon adresse email pour faire les tests. Et donc, l'outil se base sur le mail pour faire la vérification. Je vais prendre par exemple celui-ci. Vous voyez que là, on a des informations qui voilà, sont identiques pour deux profils différents. Donc, en quelque sorte, c'est la même personne, voilà, à travers son email, voilà, et souvent son numéro de téléphone. Donc, on peut là fusionner ces informations ou supprimer les profils les plus anciens et garder les plus récents. Donc, oui, je voulais présenter également la partie ici template qui permet de définir les mails ou de préprogrammer les mails qui vont être envoyés aux différents candidats ou selon l'action qui est effectuée. Donc, tout ça est configurable au niveau de notre cockpit. Les modules sont activables et désactivables selon le besoin. Donc, on peut dire, par exemple, tel ou tel utilisateur n'auront pas accès, par exemple, à la liste des candidatures, à la liste des fiches de poste, meeting et aux messages qui doivent être envoyés. Il faut dire que notre IA est basée sur le modèle LLM de chez Microsoft que nous avons, voilà, copilote que nous avons eu à utiliser dans notre ATS. Et